première. Au 106.3 à Québec. Du cœur aux idées. Ce soir au Radio-Journal, la tension continue de monter entre Israël et l'ONU dans le sud du Liban. Le premier ministre israélien exhorte encore une fois les casques bleus à se retirer. Les troupes des Nations Unies maintiennent leur position. Tir sur une école juive de Toronto. We will not be scared. La communauté refuse de céder à la peur. Et des municipalités du Québec se disent muselées par la loi sur les mines. Quand le projet arrive, les projets sont généralement assez avancés et la population est mise devant le fait accompli. Bonsoir, ici Mathieu Massé. Voici les informations. Tout d'abord, Israël annonce la mort de 4 de ses soldats dans une attaque de drone revendiquée par le Hezbollah libanais sur une position militaire près de Haïfa, la plus grande ville du nord de l'État hébreu. Pendant ce temps, l'incursion de chars israéliens dans une base des casques bleus de l'ONU au Liban continue de soulever de sérieuses questions. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a averti aujourd'hui que toute attaque contre les soldats de la paix pourrait constituer un crime de guerre. Selon l'État hébreu, un véhicule aurait accidentellement heurté un poste de la FINUL lors d'une mission de sauvetage de soldats israéliens blessés. Samir Rebaïn a préparé ce reportage. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a adressé un message vidéo au secrétaire général de l'ONU. Mr. Secretary General, get the unified forces out of harm's way. It should be done right now. Il exhorte Antonio Guterres à retirer les troupes des casques bleus du sud du Liban le plus tôt possible. Une demande qu'il avait déjà faite dans les derniers jours et qui s'est heurtée à un refus catégorique des Nations Unies. Le Hezbollah libanais, de son côté, tente toujours de repousser des soldats israéliens dans plusieurs villages du sud du pays. La milice chiite a d'ailleurs publié un enregistrement audio posthume non daté de son ancien chef mort dans une attaque israélienne fin septembre. On y entend la voix d'Hassan Nasrallah enjoindre ses combattants à prendre les armes contre Israël. Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est exprimé sur cette situation propice à un embrasement régional. Nous sommes totalement prêts à faire face à une situation de guerre. La guerre, nous n'en avons pas peur, mais nous ne la souhaitons pas. Nous voulons une paix juste et à Gaza et au Liban. Et il y a d'autres indications d'une possible escalade. L'Irak, dont le territoire est situé en plein centre des tensions israélo-iraniennes, a interdit l'accès de son espace aérien à toute opération militaire. De plus, Washington va envoyer un système de défense antimissile en Israël pour contrer les menaces iraniennes. Ici Samir Rebaïn, Radio-Canada, Montréal. Pendant ce temps, à Toronto, des leaders de la communauté juive se sont réunis pour dénoncer les coups de feu tirés hier en direction d'une école élémentaire pour filles juives. C'est la deuxième fois cette année que l'établissement est visé par des tirs. Le compte-rendu de Yannick Lepage. To the perpetrators, we will not be scared. Rabbins élus et membres d'organisations juives ont clamé haut et fort dimanche qu'ils ne se laisseront pas intimider. Vers 4 h du matin samedi, jour du Yom Kippour, l'école pour filles juives Beit Muska à North York a été la cible de coups de feu. Aucune des 250 étudiantes qui fréquentent l'école n'était alors sur place. Mais pour le directeur de l'établissement, le rabbin Yaakov Vidal, l'événement demeure une tragédie. No child should ever hear that the school was shot at. Aucun enfant ne devrait apprendre que son école a été la cible de coups de feu, dit-il. C'est horrible, les enfants sont innocents. En mai dernier, des tirs ont touché cette même école. Aucun suspect n'a été arrêté à ce jour, ce qui a ouvert la porte à une nouvelle fusillade, pense Yaakov Vidal. Perhaps this gives a little room for people to kind of do whatever they want. Il estime que cette impunité permet aux acteurs malveillants de continuer à cibler la communauté juive. Daniel Held de la United Jewish Appeal Federation du Grand Toronto demande pour sa part des actions concrètes de la part des élus canadiens. Our governments are not powerless. Il soutient que les gouvernements doivent s'attaquer aux groupes qui propagent la haine, notamment en allouant davantage de ressources aux services de police et à l'appareil judiciaire. Will action only come when something much, much worse has happened? Des mesures qui doivent selon lui être prises avant que ces coups de feu ne fassent une victime. Ici Yannick Lepage, Radio-Canada, Toronto. Et aux États-Unis maintenant. This funding will not only restore power, but will make the region's power system stronger and more capable.
Le président américain Joe Biden s'est rendu en Floride pour constater les dégâts causés par les ouragans Helen et Milton. Il a annoncé un investissement de plus de 600 millions de dollars pour augmenter la capacité énergétique des régions touchées et les préparer à mieux affronter les futurs ouragans. La Fédération québécoise des municipalités estime que la loi sur les mines emmène trop large. Au moment où la province dénombre environ 350 000 claims miniers actifs sur son territoire, l'organisation réclame la fin du principe de préséance qui place le développement minier en priorité devant les projets municipaux. Aurélie Girard. L'état de la loi au Québec place les minières en position de force face aux villes, d'après la Fédération des municipalités du Québec. Car à l'heure actuelle, la loi sur les mines a préséance sur celle de l'aménagement et de l'urbanisme. Claire Bolduc est membre de l'exécutif de la FQM et préfète de la MRC de Témiscamingue. Quand un projet arrive, les projets sont généralement assez avancés et la population est mise devant un fait accompli, ce qui rend les choses inconfortables. D'après elle, les communautés apprennent l'existence d'un potentiel projet minier lorsqu'il est déjà entamé. Les entreprises détiennent donc des données et des plans afin de défendre leurs projets, contrairement aux municipalités. Ce qu'on veut, c'est être capable de déterminer de quelle manière on va aménager et développer nos territoires et de quelle manière on le fait de façon concertée, mais qui ne met pas certains joueurs en déficit. La FQM souhaite donc que Québec modifie la loi de manière à redonner des leviers aux communautés locales dans un contexte où elle juge le combat inégal. L'Association minière du Québec, elle, n'est pas favorable à cette requête, d'autant qu'elle se dit inquiète de plusieurs dispositions prévues dans le projet de loi 63, dont les consultations ont eu lieu cet automne. Le cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts du Québec estime pour sa part que le projet de loi est équilibré et qu'il répond tant aux besoins de l'industrie qu'aux préoccupations des municipalités. Ici Aurélie Girard, Radio-Canada, Montréal. Des centaines de personnes se sont rassemblées au centre-ville de Rouyn-Noranda en Abitibi-Témiscamingue pour exiger une meilleure qualité de l'air. Elles réclament à Québec la diminution rapide des quantités d'arsenic qui sont rejetées par la fonderie Horn. Certaines se disent inquiètes pour leur santé, d'autres se préoccupent de celle de leurs enfants et de l'environnement dans lequel ils grandissent. Voici la cofondatrice du collectif Mères au front, la réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette, suivie de quelques manifestantes. Pour nous, tout ça est un grand mensonge. Les gens ont l'impression que la question est réglée. On a envie de leur dire pas du tout, c'est pas réglé. Nous, on veut le respect des normes. On continue encore d'avoir de l'arsenic sur nos têtes à chaque jour, à chaque bouffée qu'on respire. Ça goûte le SO2 en ce moment même. Une autorisation ministérielle prévoit l'atteinte de 15 nanogrammes d'arsenic par mètre cube d'air d'ici mars 2028. La limite québécoise est de 3 nanogrammes par mètre cube. Et puis, c'est un pari gagné pour Elon Musk. Lors d'une manœuvre spectaculaire, SpaceX est parvenu à rattraper le premier étage de sa méga fusée Starship en plein vol pendant un test ce matin. Une première. Gabriel Bou. C'est depuis la base spatiale Starbase de SpaceX au Texas que s'est déroulé ce que des experts qualifient de petit miracle d'ingénierie. Pour la première fois de l'histoire, on a réussi à récupérer une partie de la fusée qui aurait normalement été désintégrée dans l'atmosphère. Après un vol de 9 minutes, le premier étage de la méga-fusée Starship, le Super Heavy, est donc revenu vers son pas de tir, avant d'être délicatement attrapé par les deux bras mécaniques de la tour de lancement. Björn Bennecke est professeur au département de physique de l'Université de Montréal. C'est une fusée vraiment différente parce que c'est une fusée qu'on peut réutiliser. Chaque fois, on a créé une nouvelle fusée. Et ça, c'est vraiment cher. La stratégie d'Elon Musk est simple. Récupérer et réutiliser les deux étages de la méga-fusée après chaque vol pour lancer plus d'engins plus rapidement et ce, à un moindre coût par rapport à la NASA. Mais les intentions du propriétaire de SpaceX ne s'arrêteraient pas là. Si on écoute Elon Musk, l'idée finale, c'est de lancer des gens en espace, de même créer une ville indépendante sur Mars. Je pense que ça va prendre du temps. Selon l'entreprise, Starship sera capable de transporter jusqu'à 100 personnes sur des vols interplanétaires de longue durée. Reste à savoir quand. Ici, Gabriel Pro, Radio-Canada, Montréal. Et en terminant.
Cette œuvre d'un compositeur allemand a été présentée à Dresde en Allemagne avec comme chef d'orchestre un robot à 3 bras. La machine a été conçue par des scientifiques de l'Université technique de Dresde et entraînée à reconnaître le temps de battement et à indiquer la dynamique grâce au patient travail du compositeur. Voilà, c'était le Radio Journal. Merci d'être à l'écoute. Bonne soirée à notre antenne.